Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour. Après le 49.3 déclenché par Édouard Philippe, 2 motions de censure vont être examinées cet après-midi à l'Assemblée nationale. Même si elles n'ont aucune chance d'être adoptées, le 49.3 provoque des remous jusque dans la majorité. Après le sénateur Michel Amiel, 2 députés ont claqué hier soir à la porte du groupe. On va en parler avec le sénateur La République En Marche du Nord, Frédéric Marchand. Il est avec nous ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Valérie Rabault, la présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Stéphane Vernet de Ouest France. Et puis cette semaine, nous poursuivons notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction Nancy, où l'élection s'annonce très serrée entre le maire sortant Laurent Hénart et le socialiste Mathieu Klein. Et puis dans le club des municipales, on fera un point sur la campagne dans plusieurs villes. À Paris d'abord, où Anne Hidalgo tenait hier soir un meeting en présence de Lula. On fera un point sur la campagne à Dunkerque avec nos partenaires de la Voix du Nord. Et puis à Amiens, où un débat avait lieu hier soir entre les candidats. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mardi 3 mars. 191 personnes infectées, dont 3 morts. C'est le dernier bilan du coronavirus en France. Emmanuel Macron souhaite se concentrer sur la gestion de cette crise. Il a modifié son agenda en conséquence en annulant ses déplacements non liés au coronavirus. Force ouvrière quitte la conférence de financement sur la réforme des retraites. Pour le syndicat, la cohérence amène à refuser de cautionner l'impasse à laquelle conduit cette conférence, celle du recul de l'âge de la retraite. C'est ce que dit Force ouvrière. Les syndicats qui appellent par ailleurs aujourd'hui à une nouvelle journée de mobilisation. Le Sénat examine cet après-midi la proposition de loi allongeant le congé pour le deuil d'un enfant. Le texte avait provoqué un tollé à l'Assemblée nationale lorsque majorité et gouvernement avaient refusé l'allongement à 12 jours. Le Sénat propose, lui, de porter le congé à 15 jours. 902 465 candidats inscrits sur 20 765 listes et 106 communes qui n'ont pas trouvé de candidats. Voilà les chiffres de ces municipales 2020. La campagne officielle a débuté hier. Le premier tour aura lieu le 15 mars. Et on débute avec le sénateur du jour, élu du Nord, siège dans le groupe La République En Marche. Bonjour Frédéric Marchand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va commencer par cette réforme des retraites. 2 motions de censure qui seront donc débattues cet après-midi à l'Assemblée nationale suite au choix d'Édouard Philippe de dégainer le 49.3 samedi soir. Est-ce qu'il a eu raison pour vous, le Premier ministre ? Le 49.3 est une possibilité qui est offerte par la Constitution de 1958. Il a déjà été utilisé à plusieurs reprises dans le cadre de l'histoire de la Ve République. C'est jamais facile d'utiliser le 49.3. Ça intervient à des moments un peu particuliers de notre histoire. Ça a été utilisé par plusieurs gouvernements de toutes couleurs politiques. Et qui n'avaient pas de majorité. Là, c'est pas le cas d'Édouard Philippe. Qui n'avait pas de majorité, les choses ne sont pas forcément aussi simples. Mais là, je pense qu'on était arrivé à un moment du débat où on voyait bien que ceux qui disent aujourd'hui qu'ils ne faisaient pas de l'obstruction, alors même qu'il y a quelques jours, ils revendiquaient cette obstruction, n'avaient qu'une seule envie, effectivement, que le débat s'enlise. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser plus de temps à ce débat, plus que les 2 semaines prévues ? L'argument du temps me semble être un faux argument à partir du moment où nous avons nos procédures législatives bien particulières qui font qu'effectivement, qu'on soit député ou qu'on soit sénateur, on ne peut pas dire que les choses se passent uniquement dans l'hémicycle. Et je pense que celles et ceux qui crient aujourd'hui haro sur le 49.3 ont eu l'occasion, ont eu le temps, ont eu la possibilité d'échanger, de discuter, voire d'amender. Et on voit bien aujourd'hui que la logique des amendements est une logique qui me paraît un petit peu exagérée s'agissant du nombre abracadabrantesque, comme disait un président de la République, d'amendements qui ont été déposés sur ce texte. Le texte va arriver au Sénat, le débat aura lieu au Sénat, pas de 49.3 possible. Gérard Larcher demande un report du texte de 15 jours pour attendre la fin de la conférence de financement. Est-ce que vous soutenez la demande du président du Sénat ? Je pense qu'il faut entendre la demande du président du Sénat, qu'effectivement, il faut ramener un peu de sérénité dans le débat, la motion de censure qui va être discutée, la conférence de financement qui est en train de se dérouler, et le fait, effectivement, que le Sénat va se saisir, les choses commencent d'ailleurs aujourd'hui en commission, va se saisir du texte. Peut-être faut-il effectivement un peu de temps pour préparer le mieux possible les choses et faire en sorte que nous ayons un débat le plus pacifié possible et ne surtout pas donner l'occasion à la majorité sénatoriale de se saisir de ce débat sous le prisme purement politique. Vous craignez
que la droite sénatoriale fasse de ce texte un texte politique? Je pense que les uns et les autres vont être dans leur rôle, mais je pense qu'à partir du moment où des gages, entre guillemets, de bonne volonté pourront être donnés par l'exécutif, cela devrait permettre, on l'a vu sur d'autres textes, d'avoir un débat qui soit un débat, j'ai envie de dire, positif. Donc pour vous, Édouard Philippe doit accepter la demande de Gérard Larcher et décaler le débat au Sénat début mai en séance? Je pense que Édouard Philippe doit écouter effectivement le président du Sénat et doit écouter la majorité sénatoriale. Nous sommes effectivement dans un pays où il est de bon ton d'écouter s'exprimer les uns et les autres et que, eh bien, il est sans doute nécessaire de faire attention à ce qu'on va faire pour la suite. 2 semaines de débat sont prévues également au Sénat en séance. Est-ce que pour vous, il faut laisser plus de temps au débat si besoin que les 2 semaines prévues? Je ne sais pas s'il faut laisser plus de temps, parce que je vous le disais, dans le cadre de nos procédures parlementaires, les choses vont être préparées en amont, s'agissant des réunions de commission, possibilité de poser des amendements. Donc, pour vous, les 2 semaines, ça va suffire au Sénat? Je veux dire, attendons de voir. Je ne peux pas préjuger effectivement de ce qui va se dire, mais je pense que le calendrier tel qu'il a été retenu me paraît être un calendrier tout à fait entendable. La Force ouvrière a quitté hier soir la conférence de financement. Est-ce que pour vous, cette conférence de financement, elle est désormais vouée à l'échec? Je ne suis pas sûr qu'elle soit vouée à l'échec. À partir du moment où on sent bien que la CFDT souhaite être moteur s'agissant des organisations syndicales avec d'autres, je ne suis pas sûr qu'elle soit vouée à l'échec. Alors après, effectivement, j'ai envie de dire que s'agissant là aussi des organisations syndicales, chacun est aussi dans son rôle et que bien la parole est libre, les opinions sont libres, elles s'expriment. C'est le choix de Force ouvrière, on l'entend. Voilà, laissons se faire les choses. Mais vous le comprenez, vous regrettez ce choix de Force ouvrière? Je regrette. Je l'entends, je ne le comprends pas forcément et je regrette effectivement ce choix délibéré à un moment clé, j'ai envie de dire, sur cette réforme des retraites. Alors, on va parler de ce qui se passe au sein de la République En Marche. Cette réforme des retraites et particulièrement ce recours au 49.3, il provoque des remous dans votre majorité. Votre collègue sénateur Michel Amiel a décidé samedi soir de quitter le parti, de quitter le groupe. Est-ce que vous comprenez sa décision? J'entends la décision qui a été prise par mon collègue Michel Amiel. Après, vous dire que je la comprends, non, pas forcément. D'abord, je regrette, en tant que membre du groupe La République En Marche, de ne pas avoir été prévenu par Michel. Nous entretenons toujours des rapports de bonnes relations, sachant que j'ai envie de dire c'est un peu un non-événement, puisque Michel Amiel n'en est pas, entre guillemets, à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà indiqué son souhait de quitter le groupe de La République En Marche à l'occasion du débat sur la loi bioéthique. Donc j'ai envie de dire que vous vous y attendiez à ce départ? On s'y attendait et que, effectivement, le calendrier, l'opportunité politique, la proximité des élections municipales, dans un contexte qui est assez difficile là où il est candidat, eh bien, on fait qu'il y a une conjonction de phénomènes qui ont rendu cette démission, ai-je envie de dire, inéluctable au vu du précédent. Mais clairement, vous voulez dire, il est candidat au Pen Mirabeau, à Michel Amiel, que pour lui, c'était mieux de partir sans l'étiquette de La République En Marche? Je ne sais pas si pour lui, c'est mieux de partir sans La République En Marche, mais on avait bien senti de sa part la volonté de se dissocier de La République En Marche à l'occasion du débat sur la loi bioéthique. Donc pour moi, c'est un non-événement. Alors il n'est pas le seul. Barbara Pompili a critiqué dès samedi soir l'utilisation de ce 49.3. 2 députés ont quitté hier le groupe. Est-ce que quand même ça fragilise, ça divise votre majorité, ce 49.3? Je ne suis pas sûr que ça fragilise et que ça divise. Ça génère du débat, ça génère effectivement de la réflexion de la part des uns et des autres. Mais je crois que dans les moments difficiles, quand le bateau tangue, ça n'est pas le moment de quitter le bateau. On peut effectivement exprimer ses divergences. Je n'ai pas à m'occuper de mes collègues députés à l'Assemblée nationale, mais il m'arrive d'avoir des échanges avec eux. Je veux dire, ils ont un fonctionnement qui est tout à fait organisé. Donc quand on a des divergences, c'est le cas pour les sénateurs de La République En Marche. Je veux dire, la parole est libre. Notre président de groupe nous laisse effectivement nous exprimer. À l'occasion de tel ou tel texte, on a pu manifester nos divergences, nos approches tout à fait différentes. Avant que de prendre des décisions qui, bien évidemment, dans une société où l'information règne en maître absolu et où l'information est immédiate, il faut faire attention à ce qu'on fait dans des moments un peu compliqués. Vous ne craignez pas que l'aile gauche de votre majorité fasse scission et que se recréent les fameux frondeurs qu'il y avait sous le quinquennat Hollande? Je ne suis pas persuadé que ce soit l'intérêt de l'aile gauche. Comme on dit, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mais est-ce qu'on ne se dirige pas vers ça? On entend de plus en plus de critiques de cette aile gauche. Oui, on entend. Et c'est vrai que là aussi, tout à l'heure je parlais de l'immédiateté de l'information, les réseaux sociaux, n'importe quelle prise de parole est aujourd'hui relayée. Donc on entend beaucoup de choses. Laissons le temps parlementaire se dérouler, laissons le temps politique se dérouler et laissons les choses avancer dans le cadre de la concertation, de l'échange, de la discussion. Et on verra bien les choses, comment elles se passent au lendemain des municipales. Allez, on va parler d'un autre sujet, c'est le coronavirus. Un débat aura lieu demain soir dans l'hémicycle du Sénat sur les mesures face à cette épidémie du coronavirus. Est-ce que pour vous, ce débat est utile? Est-ce qu'il y avait besoin de plus d'explications ou de plus de transparence?
Je ne parlerai pas de transparence, je parlerai surtout d'explication. Comme beaucoup de Français, je regarde la télévision, je lis le journal, je m'informe sur le Covid-19 et effectivement, beaucoup d'informations vous arrivent en boucle, toujours avec cette immédiateté, ces réseaux sociaux, ces fake news. Et je pense qu'à un moment donné, le Sénat, qui est connu pour être une chambre dans laquelle on peut débattre sereinement sur des sujets de fond, c'est bien que le Sénat puisse s'emparer de ce sujet à l'occasion d'un jeu de questions-réponses au gouvernement sur les vraies thématiques et sur les vraies préoccupations qui sont celles des Français. Donc il y a besoin de ce débat pour vous? Oui, le débat est nécessaire. Emmanuel Macron qui a décidé de bouleverser son agenda, pas de déplacement, plus de déplacements hors ceux liés au coronavirus. Est-ce que ça n'entretient pas la psychose auprès des Français? Non, ça n'entretient pas la psychose. Je pense que le président est dans son rôle. Le président, effectivement, est à la tâche. Le président est à l'ouvrage. Il est là aux côtés des Français sur un sujet qui occupe aujourd'hui beaucoup d'esprit, qui, on le voit bien chaque jour qui passe. Et je pense que c'est important, effectivement, que le président se consacre essentiellement à rassurer les Français et à expliquer toujours. Parce qu'il faut se préparer à quelque chose de grave, de plus grave que c'est le cas aujourd'hui. Alors sur la gravité, moi aussi je fais partie des gens qui écoutent tous les professeurs de médecine divers et variés qui sont sur les plateaux de télévision, et j'avoue qu'à titre personnel je m'interroge aussi sur la gravité de cet thème. Il faut effectivement se préparer peut-être à un passage en stade supérieur, mais voilà, par rapport à ça je pense qu'il faut aussi garder de la lucidité, garder de la sérénité, se dire que nous avons un système de santé exceptionnel, même si on sait bien qu'il est aujourd'hui parfois sur certains lieux en souffrance, et qu'effectivement les autorités, et ça a été reconnu par l'entièreté de la classe politique, se sont saisies à bras-le-corps du sujet. Donc c'est un travail collectif qui doit être fait, le Premier ministre le rappelait, c'est le travail de tous les Français qui doit être fait pour prévenir l'apparition des symptômes et du virus. Alors vous le disiez, des mesures ont été prises dans les départements concernés, mais aussi au niveau national, notamment l'interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes. Est-ce qu'il faut prendre des mesures plus strictes, notamment dans les transports? Je ne suis pas sûr qu'il faille arrêter non plus que le pays fonctionne, car là, pour le coup, la psychose deviendrait terrible. Elisabeth Borne, qui a effectivement vu avec tous les acteurs concernés, il y a des mesures de précaution qui doivent être prises. On peut l'entendre, on peut le comprendre, mais de là à arrêter notre pays, je pense que c'est un peu exagéré. Allez, on va passer à l'actualité du Sénat. Le Sénat aujourd'hui qui examine la proposition de loi sur le congé de deuil d'un enfant, un texte vidé de sa substance à l'Assemblée nationale, ce qui avait provoqué une vive polémique. On va en parler avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane. Bonjour Frédéric Marchand. Bonjour. Et Alex, le texte arrive donc aujourd'hui au Sénat et le gouvernement est en opération rattrapage. Et oui, souvenez-vous, c'était il y a un mois, la majorité des députés et le gouvernement avaient refusé de prolonger de 5 à 12 jours le congé de deuil d'un enfant. Cela avait créé une vive polémique. Emmanuel Macron avait même pointé le manque d'humanité des députés La République En Marche. La majorité présidentielle et le gouvernement avaient dû rétropédaler complètement. Écoutez ce que disait à la suite de ce vote le ministre de la Ville, Julien Denormandie, c'était sur notre plateau. C'était un épisode compliqué qu'on vient de vivre. Pourquoi ? Parce que d'abord, on parle d'une proposition de loi qui touche à l'intime. Moi, je suis père de 4 enfants. Je ne connais pas plus grand malheur que de celui de perdre un enfant. Malheureusement, chaque année, il y a des milliers de parents qui vivent ce drame. Et d'un drame et de ce qui relève de l'intime est venue une proposition de loi où il y a eu des incompréhensions, il y a probablement eu des maladresses, il y a même eu des erreurs. Et je crois qu'il faut faire très attention parce que la grandeur de la politique aussi, c'est quand il y a des maladresses, quand il y a des erreurs, savoir les reconnaître. Et dans cette opération à rattrapage, le gouvernement a très vite placé cette proposition de loi dans l'agenda du Sénat pour corriger le vote de l'Assemblée. Et avant le débat dans l'hémicycle du Sénat, la Commission des affaires sociales a déjà amélioré cette proposition de loi. Elle a allongé le congé de deuil à 7 jours. En plus, elle prévoit un congé de répit de 8 jours fractionnable en plusieurs périodes sur une durée de 12 mois après le décès de l'enfant. Cela fait au total un dispositif de congé de 15 jours pour faire le deuil d'un enfant. Un dispositif applicable à partir du 1er juillet 2020. Autre rapport du Sénat en commission, l'amélioration des droits sociaux des familles endeuillées avec le principe d'une allocation forfaitaire pour ces familles en cas de décès d'un enfant à charge. Le montant de cette allocation reste encore à préciser. Les prestations familiales seront maintenues pendant 3 mois. Et puis la prise en charge du suivi psychologique des familles endeuillées va également être expérimentée. Voilà pour cette version améliorée des sénateurs qui a été complètement approuvé par le gouvernement. Merci beaucoup
Merci Alex pour ces explications. Frédéric Marchand, on est bien dans une opération rattrapage pour la majorité et le gouvernement? J'écoutais les propos du ministre Julien Denormandie et je le rejoins à 100%, si pas à 120%. Je pense qu'à un moment donné, la grandeur de la politique, c'est de faire son mea culpa. Et mea culpa sur ce sujet, il était nécessaire de faire. Et le Sénat a fait, on le voit une plus, œuvre utile. Œuvre utile dans le cadre d'un travail qui a été fait, un travail collectif par tous les groupes, un travail transpartisan qui va permettre d'arriver, je l'espère, à un dispositif qui ne remplacera jamais la perte d'un enfant, ce que disait le ministre de Normandie. Effectivement, on est dans l'intime, on est dans la sphère profondément personnelle, et effectivement, on aura beau, je crois, imaginer tous les dispositifs de la Terre, rien ne pourra jamais remplacer la perte d'un enfant. Donc vous soutenez les apports du Sénat, notamment sur l'allongement de ce congé, passé à 7 jours, plus 8 jours de répit fractionnable. Complètement. Je pense que le dispositif tel qu'il a pu être imaginé permet là de répondre véritablement au sujet tel qu'il avait été posé. Donc vous voterez le texte tel qu'il est sorti de la commission. Sur ce qui s'est passé quand même, est-ce que c'était une faute politique et due à quoi? C'était quoi? Un manque d'expérience de la part des parlementaires de La République En Marche? Alors, manque d'expérience, je ne sais pas, mais voilà, différents facteurs qui ont pu rentrer en ligne de compte, des agendas parlementaires qui sont surchargés, des absences d'échanges. Voilà, je ne sais pas. Alors, je vais vous dire, nous ici au Sénat, le groupe La République En Marche n'a pas les mêmes soucis de riches qu'à l'Assemblée nationale, puisque nous ne sommes que 23. Et donc, c'est sans doute plus facile d'échanger, sans doute plus facile de parler, sans doute plus simple de savoir ce qui se passe dans les autres commissions. Et donc, pour le coup, là, oui, il y a eu un bug. Il y a eu une erreur donc, qui a forcément fait le buzz et je pense qu'aujourd'hui, cette erreur va être réparée et c'est vraiment là ce qui fait la grandeur de la politique. Et finalement, c'est peut-être un mal pour un bien ce qui s'est passé. Est-ce que le texte aurait ressorti aussi enrichi? Est-ce que le gouvernement aurait accepté de telles choses s'il ne s'était pas passé ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale? Je pense que personne ne le saura, mais effectivement, le fait qu'il s'est passé ce qui s'est passé a permis d'avoir une prise de conscience qui sans doute existait déjà dans l'intime des uns des autres, mais une prise de conscience politique sur un sujet qui nécessitait une réponse forte et surtout une réponse remplie d'humanité. C'est le cas aujourd'hui avec le dispositif qui sortira du Sénat. Est-ce que néanmoins, plus largement, il y a un manque de soutien des pouvoirs publics avec ces parents qui ont le malheur de perdre un enfant? Je ne parlerai pas de manque de soutien des pouvoirs publics. Bon, j'ai moi-même été maire et confronté à cette situation dans le cadre de ma commune, mais je pense que vous avez beau imaginer tous les dispositifs de soutien, être dans l'empathie la plus profonde, je le disais tout à l'heure, rien ne peut remplacer le deuil d'un enfant. Nous sommes vraiment dans la sphère de l'intime et il est effectivement très très compliqué, même si la bonne volonté, les moyens peuvent vous permettre d'accompagner, de répondre à une absence totale de réponse. Allez, Frédéric Marchand, comme tous les jours, vous le savez, on va se rendre dans une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Strasbourg. On va retrouver nos partenaires des dernières nouvelles d'Alsace. Bonjour Emmanuel Viau. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. On va reparler avec vous du coronavirus puisque l'épidémie bouleverse la vie quotidienne de nombreux Français. L'Alsace n'est pas épargnée, surtout que l'Alsace est au plus fort de la période des carnavals. Oui, l'Alsace au week-end a été confirmée hier soir par l'Agence régionale de santé et par prudence déjà ce week-end, plusieurs grandes manifestations avaient été annulées. C'est le cas par exemple des emblématiques défilés de carnaval des plus grandes villes d'Alsace comme Strasbourg ou Sélestat, mais aussi du très fréquenté carnaval de Bâle en Suisse toute proche. C'est un peu un crève-cœur pour les gens ici, sachant que dans la vallée rhénane, le carnaval est une tradition très ancienne et très suivie. Dès dimanche aussi par ailleurs, l'église s'y est mise, comme ailleurs en France. L'hostie a été donnée dans les mains et les bénitiers ont été vidés à la cathédrale de Strasbourg. Mais il n'y a pas que dans les villes que la vie quotidienne est un peu chamboulée. Que l'inquiétude, elle gagne aussi les villages en Alsace ? Oui, c'est le cas par exemple dans la commune aurinoise de Ézingue, qui compte environ 2700 habitants. C'est ici que réside une famille dont la mère et ses 2 jeunes enfants, âgés d'1 et 5 ans, ont été hospitalisés après avoir été testés positifs ce week-end. On a appris hier que le grand-père aussi a été contaminé et leur état, on inspire pour l'instant pas d'inquiétude. Le père de famille reste donc le seul habitant confiné dans le village en ce moment. Dans l'école où les enfants contaminés sont scolarisés, les cours ont repris hier, donc lundi, malgré l'inquiétude des parents d'élèves. Le maire et les adjoints ont été mobilisés pour informer les parents dès dimanche soir et pour tenter d'apaiser les craintes. Ils ont expliqué notamment le protocole mis en place pour surveiller la santé des élèves. Il faut dire que la contamination a eu lieu pendant les vacances scolaires, donc les enfants n'ont pas été en contact avec leurs camarades au sein de l'école. Et puis en France, l'Éducation nationale a levé dimanche les mesures de confinement visant les enfants revenant de zones exposées, par exemple l'Italie du Nord, et ça concerne pas mal d'Alsaciens qui fréquentent régulièrement l'Italie, qui est seulement quelques heures de route d'ici.
Et puis l'Allemagne, qui est encore plus près, l'Allemagne frontalière, avec des règles qui sont différentes en Allemagne. Mais par exemple, le land tout proche du Bade-Württemberg donne toujours pour consigne aux élèves et aux professeurs des écoles qui ont séjourné en Italie du Nord de rester à la maison pendant 14 jours. Ici, on s'interroge un peu sur ce qui ressemble à un régime de 2 poids, 2 mesures, avec l'Allemagne pourtant toute proche. Il n'en faut pas plus à certains pour faire le parallèle avec le tristement célèbre nuage de Tchernobyl, supposé s'être arrêté à la frontière du Rhin. C'est devenu un symbole, mais à l'époque, souvenons-nous, les laitues irradiées avaient dû être détruites en Allemagne, mais avaient été jugées parfaitement consommables en Alsace. Rien de comparable, bien sûr, mais cette situation réveille quand même de mauvais souvenirs chez les Alsaciens qui, on le sait, ont la mémoire longue. Restez avec nous, Emmanuel Vieux. On va parler des municipales à Strasbourg dans quelques instants, mais un mot de réaction, Frédéric Marchand, sur ces carnavals qui sont impactés par ce coronavirus. Vous, dans le Nord aussi, c'est pareil. Oui, on est en pleine période du carnaval de Dunkerque, et donc avec des mesures qui ont été prises, notamment le bal des gigolos-gigolettes qui devait avoir lieu le week-end dernier, qui a été annulé. Effectivement, donc des mesures qui sont prises. Alors, et qui sont comprises par les habitants dans le Nord ? Qui sont comprises. Alors, effectivement, c'est un peu compliqué puisque s'agissant du carnaval, c'est quand même le grand moment de convivialité du début d'année. On s'y prépare plusieurs mois à l'avance. On a envie de partager, on a envie d'échanger. Donc, c'est toujours un peu délicat. Mais l'imagination des uns et des autres fait qu'on arrive toujours à trouver des solutions spontanées. Ça a été le cas pour Dunkerque. Mais je peux entendre et je peux comprendre le principe de précaution. Si le gouvernement n'en fait pas assez, on va le lui reprocher. Et si le gouvernement en fait trop, forcément, on va le lui reprocher. Ça fait partie d'un des paradoxes français. Allez, on va parler des municipales avec vous, Emmanuel. Municipales à Strasbourg, avec le retour sur le devant de la scène d'une icône politique qui change la donne. Je parlais du grand retour de Catherine Trottmann ici même il y a quelques semaines, l'ancienne ministre de la Culture sous Lionel Jospin, qui a aussi été députée du Bas-Rhin, députée européenne et maire de Strasbourg, a entre-temps dû prendre la tête de la liste socialiste dans la capitale alsacienne. Une histoire de photo érotique a conduit les instances nationales du parti à retirer leur appui à Mathieu Kahn, la précédente tête de liste, dont Catherine Trottmann était la numéro 2. Et bien depuis, la liste PS connaît un vrai sursaut dans les intentions de vote. Créditée auparavant de moins de 10% au premier tour, la liste désormais conduite par Catherine Trottmann a fait un bond à 17% dans un sondage publié il y a quelques jours. Elle talonne même les favoris Alain Fontanel sous étiquette LaREM, le dauphin désigné du maire sortant Roland Ries, et Jeanne Barzéguian, la tête de liste ELV, qui sont pratiquement au coude à coude avec 27 et 25% des intentions de vote au premier tour. On parle ici du grand retour d'une icône alsacienne qui, à 69 ans, pourra bien rebattre les cartes du premier tour de l'élection strasbourgeoise. Merci beaucoup, merci Emmanuel. On va regarder ensemble la une des dernières nouvelles d'Alsace avec le coronavirus au quotidien. C'est à la une de votre journal ce matin. Merci d'avoir été en direct avec nous. Un mot sur Strasbourg. Frédéric Marchand, Strasbourg, ça devient un peu la seule grande ville que La République En Marche peut espérer remporter désormais ? Oh, il y en a d'autres. Regardez, l'apparition d'Agnès Buzyn sur Paris, là aussi, j'ai envie de dire, peut contribuer à rabattre les cartes. Et puis, le premier tour des élections municipales, c'est le 15 mars. Donc, il y a encore un peu de temps pour les uns et pour les autres de déployer leur programme. Pour parler d'une ville que je ne connais bien et qui s'appelle la ville de Lille, la candidate est aujourd'hui au travail. Elle déploie toute son énergie, des propositions. Donc, wait and see, comme dirait. Allez, justement, on va parler des municipales dans votre département. On va regarder votre revue de presse avec Alex Poussard qui revient. Et Alex, on commence avec La Voix du Nord. Et oui, La Voix du Nord qui fait sa une sur le coronavirus avec une enquête mystérieuse sur ce fameux patient zéro qui aurait déclenché la contamination dans le département de l'Oise. Probablement le foyer partirait de la base aérienne de Creil, mais selon l'armée, les militaires ne sont pas à l'origine de cette contamination. Et puis, à Lille, je finis sur La Voix du Nord. Oriane, à Lille, eh bien, sachez que 146 étudiants et personnels ont été placés en quatorzaine. 146 étudiants et personnels de l'université lilloise placés en quatorzaine car ils revenaient d'un pays ou d'une zone contaminée. Et donc le coronavirus qui est aussi à lire dans 20 minutes. Et également dans 20 minutes, car ça y est, toute la région Hauts-de-France est désormais concernée par le coronavirus. Dans chaque département de la région, il y a au moins un patient qui est atteint du Covid-19. Autre sujet, il y a des bonnes nouvelles dans les Hauts-de-France avec un article des Échos. Un article des Échos et des bons chiffres sur la baisse du chômage dans la région Hauts-de-France. De très bons chiffres par rapport à la situation nationale. Une baisse du chômage qui s'explique notamment par l'activité tertiaire et puis également aussi l'activité industrielle et logistique. Un mot, Frédéric Marchand, sur cette bonne nouvelle pour votre région.
Oui, on est en train d'inverser la tendance en termes d'image. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Hauts-de-France deviennent de plus en plus attractifs. On le voit avec la photo telle qu'elle est reprise dans les Échos, avec une industrie automobile qui est en pleine expansion, notamment pour ne citer que Toyota Honin, donc qui est en phase de recrutement, l'arrivée du véhicule électrique, même si des interrogations se posent pour Renault, l'annonce aussi du probable rachat de Bombardier par Alstom, qui peut permettre dans la région de Valenciennes d'avoir des perspectives. Donc voilà, la tendance s'inverse. La région des Hauts-de-France est de plus en plus attractive, une dynamique dans le tertiaire, et c'est aussi l'occasion de voir un peu d'où on vient et de se dire que finalement il y a des marqueurs très forts. Et c'est vrai qu'il y a une certaine période de notre histoire où la désindustrialisation frappait tous les arrondissements du département. C'est quand même là aussi, je veux dire, la force de la politique et la grandeur de la politique que d'avoir eu des femmes et des hommes qui ont su voir que les choses allaient s'inverser. Ça me permet d'avoir une pensée ce matin pour Pierre Mauroy, qui est sans doute celui qui a compris à un moment donné qu'il fallait inverser la tendance, et même si ça a pris du temps, on voit qu'aujourd'hui les résultats commence à payer. Et justement, on va parler des municipales à Lille, Alex. Et oui, avec un nouveau débat entre les candidats à la mairie de Lille, un débat qui sera cette fois consacré au logement. Il est organisé demain dans les locaux de Sciences Po Lille, alors que la semaine dernière, le premier débat que Public Sénat avait diffusé avait notamment été marqué par la question de la sécurité. Merci beaucoup, Alex. Vous parliez de votre candidate, Violette Spilbout. Est-ce qu'elle est vraiment en mesure de battre Martine Aubry ? Martine Aubry, contrairement à une légende communément répandue, n'est pas imbattable. Et donc Violette Spilbout, effectivement, est sur une dynamique que je qualifie de positive, sur des propositions qui me paraissent tout à fait pertinentes quand on regarde aujourd'hui la sociologie, la réalité de la ville de Lille. Car j'ai l'impression qu'effectivement, avec la maire sortante, on s'est un peu arrêté. Que la ville de Lille n'apparaît plus forcément, malgré ce qu'on peut entendre sur des grands marqueurs. On le voit aussi, la question se pose aussi pour la métropole. Aujourd'hui, la métropole européenne de Lille est un peu en panne en termes de projet. Et je pense qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle page pour l'histoire de la ville de Lille. J'évoquais tout à l'heure Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, ça a été l'homme du TGV, ça a été l'homme des grandes décisions. Avec Violette Spilbout, on a la possibilité de passer, j'ai envie de dire, à une nouvelle étape. Alors ça semble difficile pour Violette Spilbout de battre Martine Aubry, en tout cas seule. Est-ce que pour vous, il faut aller vers une alliance avec Marc-Philippe Daubresse entre les deux tours ? Il faut discuter avec toutes celles et tous ceux qui ont une vision pour la ville de Lille. Il y a un débat sur le logement, sur la question du logement. Les visions des uns et des autres diffèrent, mais je pense qu'on peut se rassembler sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est effectivement cette notion de vivre ensemble, cette notion tarte à la crème dont nous abreuve quotidiennement Martine Aubry, mais qui dans les faits, j'ai été maire d'Helem, commune associée à Lille, commune de 18 000 habitants, je peux vous dire que le vivre ensemble façon Martine Aubry n'est qu'un slogan, ça n'est pas une réalité, et qu'il faut vraiment s'interroger sur la façon dont on peut et dont on doit vivre ensemble. Un mot plus largement sur les municipales dans votre région qui est une cible pour le Rassemblement national. Est-ce que pour vous, le Rassemblement national est en mesure de réaliser de bons scores dans vos départements ? Le Rassemblement national est une grosse source d'inquiétude dans le département du Nord, dans le département du Pas-de-Calais. Ce n'est pas pour rien qu'il a ciblé quelques secteurs, le bassin minier dans le Pas-de-Calais, et qu'il fait de Denain la proie symbolique de ces élections municipales. Et qu'il pourra remporter selon vous ? Qu'il pourrait remporter, j'ai envie de dire, mais j'espère là aussi que l'intelligence collective et le front républicain permettra de balayer d'un revers de main effectivement cette menace. Eh bien, merci beaucoup. Merci Frédéric Marchand d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, l'invité politique, c'est Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Avant de l'entendre, on va regarder un extrait d'Audition publique, l'émission politique des chaînes parlementaires. Hier soir, Francis Letellier recevait Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste. Il est revenu sur la motion de censure que va présenter la gauche cet après-midi. On l'écoute. Pourquoi une motion de censure alors que vous savez bien qu'elle est, quoi qu'il arrive, vouée à l'échec ? Parce que vous êtes minoritaire à l'Assemblée nationale. Bon, alors on fait quoi ? Je peux partir maintenant, on peut quitter l'Assemblée nationale, enfin je veux dire, on peut arrêter de... À quoi ça sert ? Ça sert quoi ? C'est pour le symbole ? Il faut que l'on accepte dans ce pays qu'il y a quand même une opposition, quand même, elle existe, à l'Assemblée nationale. Dans le pays, elle est forte. Elle est même majoritaire dans le pays. À l'Assemblée nationale, elle est minoritaire. On porte la voix de la majorité des Français, des travailleurs, des salariés qui sont contre cette réforme. Ils sont majoritaires dans le pays. Et nous sommes une poignée de députés à porter leur voix. Je vais vous faire un rappel. 2005, le traité constitutionnel européen. Vous vous souvenez de ce traité ? Les Français ont voté majoritairement contre. Oui. Et dans l'hémicycle, seuls les députés communistes ont voté contre. 92% des députés ont voté pour, et pourtant... ils étaient minoritaires dans le pays. Eh bien, cette histoire-là, il faut l'avoir en tête. Aujourd'hui, nous sommes fiers de représenter la majorité des Français et nous demandons le retrait de cette réforme. Nous sommes peut-être minoritaires dans l'hémicycle, mais nous irons jusqu'au bout pour faire entendre notre voix. Est-ce que vous allez voter la motion de la droite ? Alors, je ne partage pas
le contenu de cette motion. Oui, parce que c'est la retraite à 65 Parce que ans. eux, ils poussent loin le bouchon. Hein. La droite, ils n'ont jamais défendu les travailleurs, ça se saurait. Donc ils sont plutôt du côté du patronat. Et ils sont pour faire travailler les salariés, y compris ceux qui ont des travaux pénibles, beaucoup plus longtemps. Donc je ne partage pas le contenu de leur motion. Mais sur la forme, comme nous, ils dénoncent l'usage du 49.3. Et pour que nous soyons forts dans cet hémicycle, nous avons plutôt intérêt à nous additionner. Donc, a priori, sauf si dans leurs propos, il y a vraiment des choses insupportables, je serais enclin à voter leur motion de censure. Et vous attendez la réciproque ? J'espère aussi les convaincre. J'espérais la réciproque. Mais pourquoi pas On a intérêt, une motion de censure, je rappelle pour ceux qui nous écoutent, que si une majorité de députés la vote, ça fait tomber le gouvernement. Donc c'est important. Donc l'objectif, c'est de nous additionner dans notre diversité. La majorité absolue à 289. De respecter donc les différences que nous avons les uns et les autres. Nous ne sommes pas dans les mêmes partis, mais nous sommes tous en désaccord avec le choix du 49.3. Et notre invité politique, c'est Valérie Rabault. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée par Stéphane Vernet, qui dirige le bureau parisien de Ouest France. Bonjour Stéphane. Bonjour. On commence, Valérie Rabault, avec cette motion de censure que vous allez défendre cet après-midi dans l'hémicycle. Quel va être le message de votre motion de censure? Quel va être le contenu? Je vais rappeler au Premier ministre que c'est une première, cette motion de censure, pour une double première. D'abord parce que c'est la première fois sur l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement déclenche un 49.3 alors qu'il a la majorité et qu'il n'a pas de problème de majorité. S'il le fait, c'est pour faire taire l'opposition. Et ça, c'est très grave. Et la seconde première, c'est que ce sujet, le 49.3, porte sur les retraites. C'est un sujet qui concerne tous les Français. Alors vous allez me dire, oui, mais par exemple, la réforme du travail, ça concernait aussi tous les Français. Pas tout à fait, parce que le sujet de la réforme du travail en 2016, c'était plus sur les prud'hommes. Et tous les Français ne vont pas devant les prud'hommes, que je sache. En revanche, tous les Français ont ou auront une retraite. Eh bien, cette double première est inacceptable d'un point de vue démocratique et d'un point de vue aussi de ce que représente la retraite pour chacune et chacun. Mais le côté, les manœuvres dilatoires, la multiplication des amendements, etc., ça vous l'entendez aussi ou vous pensez que le gouvernement aurait dû passer outre, aller jusqu'au bout, prendre des mois? Je suis je suis un peu peinée de voir que le gouvernement a fait un conseil des ministres sur le coronavirus pour en fait se faire délivrer l'habilitation à pouvoir déclencher un 49.3. Qu'il y ait une urgence sanitaire à gérer, je l'entends parfaitement. Et le gouvernement avait la possibilité de dire « je reporte le débat sur les retraites ». C'eût été plus démocratique, plus respectueux du Parlement. Il a choisi de passer en force et de dégainer le 49.3. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Donc, ce que vous auriez souhaité, une pause, le temps des municipales et le temps de gérer la crise du coronavirus, et on entend le débat plus tard. Qu'il faut que le gouvernement j'entends bien que le gouvernement est plus utile à gérer la crise du coronavirus qu'être dans l'hémicycle. Tout ça, je l'entends. Mais il avait la possibilité de reporter le débat. Et puis, sur la méthode que vous citez, pendant 2 ans, il a préparé cette réforme. Ne venez pas m'expliquer qu'il n'avait pas le temps de regarder le calendrier. Parce que s'il avait regardé le calendrier, il lui suffisait de déposer son texte 6 semaines avant l'examen à l'Assemblée nationale. Et il pouvait utiliser ce qu'on appelle un temps programmé, c'est-à-dire un temps débat de 50 heures, en tout et pour tout. Ce qui nous aurait permis de regarder l'ensemble des articles. Il n'a pas choisi de le faire. Pourquoi, c'est sa responsabilité. Pourquoi? C'est de l'amateurisme? Parce que je ou pense c'est de que la tactique politique? Je pense que c'est de l'amateurisme. Cet amateurisme se retrouve dans la manière avec laquelle il a déposé ce texte, se retrouve dans la manière avec laquelle est construit ce texte. C'est-à-dire qu'on voit que dans l'étude d'impact qui existe, c'est-à-dire les cas pratiques, tout le monde a commencé à travailler à 22 ans. Vous avez peut-être commencé à travailler à 22 ans, je n'en sais rien. Moi, c'est pas mon cas. Donc je fais pas partie de ces Français qui sont les cas types, qui seraient l'alpha et l'oméga de cette réforme. Donc oui, c'est de l'amateurisme. Et nous n'acceptons pas cet amateurisme qui va pénaliser l'ensemble des Français. Je dis bien l'ensemble des Français. La réforme des retraites, elle concerne les Français qui sont nés avant 1975 et aussi, évidemment, ceux nés après 1975. Il y aura 2 motions défendues dans l'hémicycle cet après-midi, la vôtre et celle de la droite. Est-ce que vous voterez la motion de la droite? Non. Pourquoi? Parce que celle de la droite demande que l'âge légal de départ à la retraite soit allongé. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne la voterai pas. Mais est-ce que
En même temps, ce qui est dommage, c'est que vous ne soyez pas parvenus à vous mettre d'accord sur un texte commun. Oui, mais Ça le vous aurait donné plus de force, texte, plus de poids. que nous, à gauche, nous avons rédigé permet à tout le monde, nous dénonçons la méthode. Nous dénonçons la manière avec laquelle le gouvernement a porté cette réforme des retraites. Nous ne sommes pas allés sur le fond, de manière à faire en sorte que chacune et chacun puisse la voter. La droite, dans sa motion de censure, a souhaité aller sur le fond, en appelant à reporter l'âge légal de départ à la retraite. Je ne suis pas d'accord avec ça, je ne la vote pas. Et vous avez essayé de vous mettre d'accord là-dessus? Vous y opposez ou vous abstiendrez juste? Vous y opposez clairement? Alors, pour une motion de censure, ne vote que ceux qui sont d'accord. Donc, il n'y a pas de sujet. Donc, je ne la voterai pas. Vous avez échangé avec les Républicains avant de déposer chacun vos motions? Vous avez essayé de vous mettre d'accord ou pas? On a eu quelques échanges. Voilà. Mais vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord? Mais vous avez tenté, oui? On a eu quelques échanges. Après, ça a été évidemment très rapide samedi, mais on a eu... la droite a fait le choix d'inscrire... Qu'est-ce qu'il aurait fallu pour qu'il y ait une motion commune? Qu'il n'aille pas sur le fond? Mais que chacun dise, on dénonce un 49.3, on dénonce un 49.3 qui porte sur les retraites qui concernent tous les Français, on dénonce un 49.3 qui vise à faire taire les oppositions. Encore une fois, sur toute l'histoire de la Ve République, les 49.3 ont été déclenchés quand le gouvernement avait un problème avec sa majorité. Là, le gouvernement n'a pas de problème avec sa majorité. Mais il veut faire taire les oppositions. Donc c'est le seul argument qui, à mon avis, qui vaille sur ce sujet. La droite a fait le choix d'inscrire dans sa motion de censure qu'elle voulait un report, un allongement de l'âge légal de départ à la retraite. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne la voterai pas. Alors, vous avez eu quelques échanges avec les Républicains avant de déposer les motions. Est-ce que vous avez eu quelques échanges avec des membres de la majorité, des députés La République En Marche, par exemple? On voit que certains ne sont pas du tout d'accord avec le recours au 49.3. Il y a un sénateur qui a quitté le groupe. Il y a 2 députés qui ont annoncé hier qui quittaient le groupe. Comment est-ce que vous avez des échanges avec eux? Qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce que vous vous en dites si vous avez des échanges avec eux? On a toujours des échanges avec tous nos collègues. Alors, racontez-nous. Dans l'hémicycles. On va dire, on est capable évidemment d'échanger, de ne pas être d'accord, mais d'échanger. Heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce que vous percevez de l'état d'esprit de la majorité? Pour reprendre votre première question, est-ce que sur cette motion de censure, on a sollicité des députés de La République En Marche? La réponse est non. Est-ce qu'ils sont appelés à voter notre motion de censure? La réponse est oui, mais ils sont libres. Et heureusement, ils savent quel est le texte que nous avons déposé, qui est très clair, et évidemment, ils sont libres de le voter. Ce qui se passe maintenant au sein du groupe La République En Marche, donc hier, il y a eu 2 démissions de députés. Il y en a déjà eu la semaine passée. Donc effectivement, on voit bien que ça commence un petit peu à tanguer, à la fois sur la méthode et sur le fond de la réforme, parce qu'il y a les 2 sujets qui peuvent entrer en ligne de compte. Ça, c'est un problème de La République En Marche. C'est pas mon problème. Mais est-ce que vous n'allez pas quand même tenter d'envoyer un message cet après-midi à cette aile gauche de la majorité? Mais nous sommes des démocrates, nous avons une ligne claire que nous défendons, nous n'avons pas fait d'obstruction, nous sommes ceux qui avons déposé 600 amendements sur les 40 000. Donc nous ne sommes pas dans une stratégie d'obstruction, nous sommes dans une stratégie de débat de fond. Et c'est aussi pour ça que nous avons utilisé la possibilité qui est offerte à chaque groupe, une fois par an, d'avoir une commission d'enquête. Cette commission d'enquête, nous voulons qu'elle porte sur la fameuse étude d'impact de la réforme des retraites, c'est-à-dire les cas pratiques. Ce qui permettra à la fois d'interroger des ministres, des fonctionnaires sous serment, pour qu'ils nous disent exactement ce qu'il y a derrière cette réforme des retraites, et de pouvoir faire des saisies sur pièce et sur place dans les ministères. Donc nous sommes dans cette démarche de dire la réforme des retraites, les retraites, c'est vraiment le patrimoine de tous les Français. Ils ont le droit de savoir ce qui va se passer de manière extrêmement précise et extrêmement concrète. On se situe sur cette ligne-là et on n'en bougera pas. Juste sur cette commission d'enquête, vous pensez rendre vos conclusions quand? Elle peut durer 6 mois, cette commission d'enquête, mais 6 mois, c'est un petit peu après la bataille finalement. Est-ce que vous espérez rendre vos conclusions avant l'été? Essayer de la faire, est-ce qu'elle puisse, si elle dure 3 mois, ce sera très bien. Elle bénéficiera aussi aux débats qui vont avoir lieu au Sénat. Donc évidemment, on le fait dans cet esprit-là. Et dans je un pense temps pour le plus répondre, court possible. et dans un tour, il faut quand même prendre un peu son temps, mais ça sera peut-être pas 6 mois, ça je vous l'accorde. Et le débat de fond que vous évoquez, est-ce qu'il aura lieu au Sénat finalement autour du texte? Mais je pense que oui. Et vous avez des contacts avec Patrick Kanner sur une stratégie des socialistes bien sûr. au Sénat? Je pense qu'au Sénat, le débat aura vraiment lieu, avec une ligne de partage aussi qui sera sans doute assez affirmée, puisque la droite souhaite un allongement
un report de l'âge légal de départ à la retraite. Nous avons d'autres solutions. Nous nous mobilisons sur la pénibilité, sur les droits nouveaux. Enfin, ces questions-là sont posées et elles sont posées aussi dans un cadre de financement assuré. On n'est pas là pour dire il faut augmenter le déficit du régime des retraites. Donc le débat sur le texte, sur la loi ordinaire aura lieu au Sénat. Elle va revenir en deuxième lecture à l'Assemblée. Est-ce qu'on va assister à un nouveau jeu, un dépôt gargantuesque d'amendements, etc. et un renouvellement de la même procédure Je pense que le gouvernement aura la possibilité d'utiliser un temps programmé cette fois-ci pour la deuxième lecture. Je ne sais pas s'il le fera, nous verrons bien. Et sur la loi organique, dont l'examen commence demain à l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se jouer? Il y aura beaucoup d'amendements, c'est sûr. Donc on est dans le même scénario que pour la loi ordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait un changement, en tout cas sur les scénarios. Sauf que là, pas de 49.3 possible. Donc c'est un débat qui va durer? C'est sans doute un débat qui va durer. Un mot sur le Sénat, puisque Gérard Larcher a écrit une lettre au Premier ministre pour demander en tout cas au Premier ministre de décaler l'examen du texte de 15 jours, le temps d'attendre les conclusions de la conférence de financement. Ça, c'est une bonne demande. Mais il a raison. Faire une réforme de retraite sans le financement, c'est un non-sens absolu. Un non-sens absolu. Et le travail qui a été fait à l'Assemblée nationale relève de fait d'un non-sens absolu. Donc oui, Gérard Larcher a parfaitement raison. C'est le bon sens du Sénat et j'espère que le gouvernement l'entendra. Et cette conférence, est-ce qu'elle peut encore aboutir à quelque chose ? Ce qui est sûr, c'est que les premières réunions de cette conférence, l'ensemble des partenaires a reçu les documents incomplets, je crois quelques heures avant le début de la réunion. Donc tout ceci n'est pas sérieux. Là, on parle quand même, quand on parle d'une réforme des retraites, c'est le quart des dépenses publiques de la France. C'est 325 milliards d'euros. Je pense quand même qu'on peut prendre un peu de temps pour faire un équilibre et 2-3 équations. Donc tout ceci n'est pas très sérieux. Je le dis, alors vous allez me dire, oui, vous le dites parce que vous êtes de l'opposition, mais tous ceux qui sont autour de la table, les partenaires, quelles que soient les positions qu'ils peuvent défendre, le disent aussi. Mais surtout, est-ce que vous avez intérêt à l'échec de cette conférence de financement? Parce qu'en cas d'échec, Édouard Philippe l'a dit, il reprendra la main. Et donc, c'est le retour de l'âge pivot. Mais on a intérêt à rien du tout. On a intérêt à ce qu'effectivement, il puisse y avoir un certain nombre de choses qui soient posées dans cette conférence de financement. Si un accord qui est trouvé, ça veut dire que les partenaires sociaux se sont mis d'accord. Et nous, au groupe socialiste et apparenté, on a toujours respecté les accords des partenaires sociaux. Je vous propose de changer de sujet pour aborder l'autre sujet du moment, la gestion du coronavirus. Est-ce que là, sur ce plan-là, est-ce que le gouvernement s'y prend bien ? Alors, moi je pense qu'effectivement, il a intérêt à se consacrer à la gestion de cette crise. C'est pour ça que, plutôt que de dégainer le 49.3, il eût été préférable de reporter le débat. Mais je ne vais pas revenir sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, c'est que bon, il a un message. Je trouve que les conférences chaque jour sont bienvenues. Est-ce qu'il va avoir une gestion qui va devoir s'accélérer en interdisant les rassemblements, peut-être les réunions publiques pour les candidats aux municipales? Bon, moi, je n'ai pas assez d'éléments pour vous répondre là à ce stade. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde se sent prêt à voir s'il y a des évolutions qui vont se produire. Oui. Alors, est-ce que pour l'instant, pour répondre à votre question, il s'y prend bien? Je trouve qu'il s'y prend plutôt bien. Évidemment à suivre sur la gestion des hôpitaux, puisque beaucoup d'efforts reposent sur les hôpitaux. On a vu qu'il y avait une crise de la gestion de l'hôpital, des hôpitaux qui n'a pas été résolue avant l'arrivée du coronavirus. Moi, je souhaiterais que le gouvernement puisse débloquer rapidement des moyens. Deuxième sujet sur la recherche d'un vaccin ou de médicaments qui permettraient de circonscrire cette épidémie. Je souhaiterais que le gouvernement puisse débloquer rapidement des moyens, dire s'il faut mettre plus d'argent tout de suite, il faut qu'il le fasse tout de suite et il ne faut pas attendre 6 mois. Il a la possibilité de le faire. Il peut l'utiliser en passant par des décrets d'avance à l'Assemblée nationale qui passent par les 2 commissions des finances, celle du Sénat et celle de l'Assemblée nationale. Moi, je l'invite à le faire rapidement si c'est nécessaire. Pour notre part, nous faisons à la rentrée, après les municipales, dans notre cadre de la semaine de contrôle du gouvernement, nous faisons un débat sur les médicaments et les pénuries de médicaments que nous allons bien sûr étendre à cette question du coronavirus. Est-ce que vous craignez des pénuries de médicaments liées au coronavirus? Les pénuries de médicaments, elles existent déjà depuis 2 ans. 2 ans. Un quart des Français a déjà été concerné par des pénuries de médicaments. C'était un débat que nous avions posé, inscrit bien avant que l'épidémie ne démarre, et nous inclurons bien entendu la question du coronavirus. Est-ce que vous craignez qu'elle s'aggrave, ces pénuries de médicaments? Évidemment. Mais soyons clairs, pour l'instant, vous n'avez pas le sentiment, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait du retard qui soit pris.
Le timing est bon. Vous dites il faut aller très vite. Je dis, il y a deux sujets. Il y a les hôpitaux qui, s'il y a une épidémie, seront peut-être débordés. Mais sur la thématique des médicaments. Or, il y a déjà une crise avant même l'émergence de cette épidémie. Donc moi, j'invite le gouvernement à mobiliser des moyens tout de suite, quitte à ce qu'il se fasse des rallonges budgétaires. Et il y a la deuxième question qui porte sur les médicaments, la recherche. Je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas vous faire beaucoup de commentaires là-dessus. Mais s'il y a besoin, si les instituts qui font de la recherche disent il nous faut des moyens budgétaires en plus, il faut que ces moyens soient débloqués tout de suite. Juste en revanche, vous êtes une spécialiste du budget, de l'économie. Est-ce que vous craignez les conséquences économiques de cette épidémie du coronavirus en France ? On en voit déjà poindre. Alors on peut très bien dire les bourses, ça signifie rien, mais enfin quand même, on a vu des chutes la semaine dernière assez importantes. L'économie française était déjà en ralentissement. Je me permets de rappeler qu'en 2017, il y avait une croissance de 2,4% par an, qu'elle était tombée sur les 2 dernières années. Donc là, on n'aura pas de marge de manœuvre suffisante pour pouvoir redémarrer s'il le faut. Donc oui, on sera sans doute impacté. Dans quelle proportion, je ne sais pas vous le dire. Vous ne pouvez pas encore à peu près chiffrer l'impact sur la croissance ? Non. Autre question, puisqu'il y a des restrictions, l'annulation de certaines manifestations publiques, les restrictions de rassemblement, est-ce que ça pourrait aller, à votre avis, jusqu'au report des municipales, par exemple ? Ça me semblerait très compliqué. Alors pourquoi ? Expliquez-nous. Parce que c'est trop tard ? Les municipales, d'abord c'est un peu tard évidemment, mais les municipales sont un rendez-vous très attendu des Français. Je pense qu'elles peuvent continuer à être organisées. Encore une fois, ça me paraît très, très compliqué de les reporter. Alors avec un risque quand même, c'est que du fait de la psychose, on pourrait se retrouver avec des municipales où on assisterait à une abstention phénoménale. Je pense qu'il faut qu'elles soient gérées le mieux, dans les meilleures conditions. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Ça me paraît très, très compliqué à faire. Voilà. Donc il ne faut pas les reporter. Mais, encore une fois, je ne suis pas au gouvernement. Ne me demandez pas de prendre une décision à la place du gouvernement. Vous me demandez mon avis, je vous le donne. Allez, on va parler d'un autre sujet. C'est un texte qui va être débattu au Sénat cet après-midi. Ce texte, c'est le texte sur le congé accordé aux parents qui ont perdu un enfant. On le sait, c'est le texte qui avait provoqué un tollé à l'Assemblée nationale puisque majorité et gouvernement avaient refusé d'allonger ce congé et de le porter à 12 jours. Le congé devrait être porté à 15 jours. En tout cas, c'est la demande du Sénat que semble soutenir le gouvernement. Est-ce que finalement, ce couac à l'Assemblée, ce que vous avez qualifié de faute, elle permet un enrichissement du texte dans le bon sens ? Non, mais le résultat, effectivement, va dans le bon sens, mais ça n'enlève rien au fait qu'il y a eu un énorme couac. Parce qu'il faut un peu se rappeler d'où on vient. Augmenter le congé pour un parent qui a perdu un enfant, c'est la gauche qui l'a fait sous le précédent quinquennat. Avec, je le rappelle, une opposition du MEDEF, à l'époque, qui a changé d'avis depuis, j'en suis ravie. Mais n'empêche qu'à l'époque, il s'y était largement opposé. Et c'est Michel Delaunay qui avait porté ce texte depuis 2011 pour faire en sorte que le congé pour un parent qui a perdu un enfant puisse être augmenté. Ce qui, évidemment, ne va jamais compenser et pouvoir atténuer la douleur d'un parent qui a perdu un enfant, mais qui donne, je vais me dire, un peu... Voilà, qui est absolument nécessaire. C'est le terme, en tout cas, employé au Sénat. Donc oui, ça va dans le bon sens. Maintenant qu'il ait fallu passer par un tel couac pour en arriver là, c'est indigne. Voilà. Autre sujet dont on ne parle plus, mais qui vous a beaucoup occupé à une époque, le référendum d'initiative partagée autour d'Aéroport de Paris. L'échéance arrive. Alors, où est-ce que vous en êtes du nombre de signataires validés ? On n'aura pas les 4,7 millions, si c'est la question que... Mais à quel étiage vous êtes parvenu ? Parce que vous aviez dépassé le million. On a dépassé le million. La dynamique s'est arrêtée ou ça... La dynamique a été beaucoup plus ralentie, on ne va pas se mentir, à partir du moment où on a dépassé le million. Mais, le président de la République n'a pas répondu à la demande d'entretien sur le... Pourtant, on lui a relancé une deuxième fois, mais non, il n'a pas répondu, il n'a pas souhaité nous recevoir, ce que je regrette. Puisqu'il y a quand même 248 parlementaires qui lui ont écrit, représentant 12 groupes entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce qui est sûr, c'est que les enseignements à tirer, c'est une première constitutionnelle que nous avons réussi à lancer. Et moi, j'en suis vraiment très contente. Et le deuxième point dont je suis extrêmement contente, c'est qu'on ait dépassé le million de signatures. Avec toutes les difficultés qui existent, on n'a pas de moyens pour faire campagne, il n'y a pas d'informations qui sont données à l'ensemble de nos concitoyens. Donc dépasser 1 million, je rappelle que le million, c'est le seuil
que le président de la République a inscrit, avait évoqué, pas plus qu'évoqué, a inscrit dans la réforme constitutionnelle qu'il n'a pas mise sur la table. Oui, mais enfin le texte, il est quand même écrit. Donc il a quand même mis le seuil de 1 million et ce seuil est aujourd'hui dépassé. Donc ça, j'espère que sur le fond, il en tiendra compte pour la gestion des aéroports. Ce qui me paraîtrait indispensable. Et je pense qu'aussi la crise du coronavirus nous rappelle que c'est pas mal d'avoir une gestion publique parce que quand on voit qu'on a une épidémie, les aéroports sont quand même en première ligne sur ces questions-là. Mais pour vous, le gouvernement peut se rappeler de ce que vous dites ou la privatisation aura lieu, c'est acté? Mais je ne vais pas parler à sa place. Je l'invite de temps en temps. Mais vous espérez encore qu'il renonce? Je l'invite à écouter le peuple. 1 million de Français qui ont donné leur signature dans des conditions... Certains ont dû s'y reprendre à 5 reprises quand même. Donc ça veut dire qu'ils sont motivés pour le faire. 1 million de Français qui donnent leur signature. Ce million de Français doit être écouté et respecté. Dernière question sur les municipales. Les municipales, comment ça va se passer pour le Parti socialiste? Est-ce que vous allez garder votre réseau d'élus locaux? Est-ce que vous allez prendre un certain nombre de villes? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je ne suis pas Madame Soleil, donc je ne vous dirai pas ce qui va se passer, mais on pourra en discuter. Vous êtes optimiste, on est à 12 jours du premier tour maintenant. On pourra en discuter le 23 mars si vous le souhaitez. Non, alors effectivement, il y a des bons retours. Il y a des villes emblématiques que j'espère nous garderons. Et puis aussi, il y a des conquêtes qui sont possibles. Ce que montrent ces municipales aussi, c'est que nous 2-3 noms sur les conquêtes possibles. J'espère Montauban, la ville de... Non mais si j'en parle, c'est que c'est aussi une des premières, avec au premier tour une liste qui rassemble le PC, le PRG, Europe Écologie Les Verts, Place Publique, Génération. Donc on a fait un très large rassemblement pour le premier tour et donc j'espère que ça fonctionnera. Mais c'est loin d'être le cas partout, hein, ce rassemblement. Vous le regrettez? Mais en fait, qu'il n'y ait pas plus de rassemblement à gauche pour ces municipales? Vous faites des coups de projecteur sur là où le rassemblement ne fonctionne pas. Mais je vous invite à en faire aussi là aux endroits... On a parlé de Tours où le rassemblement fonctionne très bien. Voilà, il y a des endroits où il fonctionne très bien et peut-être plus que vous ne le croyez. Mais on verra le 23 mars parce qu'il faut toujours... Pour terminer, Paris, comment vous voyez Paris? Anne Hidalgo? Je pense qu'elle est bien positionnée et j'espère qu'elle va gagner. Juste un dernier mot, est-ce que le Parti socialiste va chercher à transformer ces municipales en vote anti-politique gouvernementale, anti-Macron? Le Parti socialiste va utiliser ces municipales évidemment pour consolider son positionnement et son ancrage, puisqu'on a plus de 50 000 élus sur le territoire, donc c'est une vraie force politique. Et j'espère que le Parti socialiste profitera de cette dynamique pour enclencher un rassemblement en vue des élections générales de 2022. Et merci beaucoup. Merci Valérie Rabault d'avoir été avec nous ce matin. Merci Stéphane. On se retrouve demain avec l'invité. Ce sera le vice-président des Républicains, Frédéric Pechnard, qui sera avec nous demain. On passe tout de suite au Club des municipales. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des territoires. Le Club des territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indes radios. Aujourd'hui, dans ce Club des municipales à J-12 du premier tour, on fera un point sur la campagne à Paris, où Anne Hidalgo tenait un meeting hier soir, alors que les derniers sondages la donnent devancée par Rachida Dati. Un point sur la campagne à Amiens, où les candidats étaient en débat hier soir. Et puis on ira du côté de Dunkerque avec nos partenaires de la Voix du Nord. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. On poursuit notre tour de France des municipales. Aujourd'hui, direction Nancy, où c'est un duel très serré entre le maire sortant Laurent Hénart, le président du Parti radical soutenu par les Républicains et la République en marche, et puis de l'autre côté Mathieu Klein, le président socialiste du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Et un candidat pourrait bien arbitrer ce duel, c'est l'écologiste Laurent Vatrin. Marion Vigreux et Béatrice Finzan sont allés suivre la campagne du côté de Nancy. Nous sommes à Nancy, ville de 105 000 habitants, capitale de l'Art Nouveau. Elle est aussi l'héritière des ducs de Lorraine et de Stanislas, à qui l'on doit ce parc de la Pépinière, surnommé la PEP. À l'image de cet endroit, les Nancéens veulent une ville plus propre, moins polluée. Conséquence, les 8 candidats municipaux verdissent leur programme. Et dans les sondages, c'est bien le candidat d'Europe Écologie Les Verts qui pourrait faire basculer le scrutin.
Laurent Vatrin, bonjour. Vous êtes le candidat Europe Écologie Les Verts. On vous retrouve pour un tractage matinal. À 15 jours des élections municipales, il ne faut lésiner aucun détail. Parlez-moi du tract que vous avez entre vos mains. Il y a des graines à planter dans ce tract. On plante directement dans un pot ou dans son jardin et la salade pousse en quelques jours. Un petit message pour vous dire, plutôt que de vous raconter des salades, on préfère vous les offrir. C'est une manière d'engager la conversation et de parler de sujets plus sérieux. Que répondez-vous à ceux qui disent que l'écologie ne fait pas un programme, qu'il faut aussi connaître tous les enjeux et dossiers locaux? Mais les enjeux et les dossiers locaux, à Nancy en particulier, c'est du gros retard que nous avons pris sur le terrain de l'écologie urbaine. Les circulations automobiles, c'est une catastrophe à Nancy. Le renouvellement des lignes de transport en commun, c'est une catastrophe à Nancy. Dans les sondages, vous êtes 3e. On dit de vous que vous êtes le faiseur de roi. Qu'est-ce que cela vous inspire et est-ce que vous avez déjà envie de privilégier un candidat pour le second tour? On a envie de faire gagner au second tour l'écologie. Donc pour ça, il faut voter pour nous au premier tour et le vrai sondage, c'est le 15 mars. Depuis près de 40 ans, la ville de Nancy est dirigée par une équipe de centre-droit issue du mouvement radical. En 2014, André Rossino cédait sa place à Laurent Hénart, son héritier. Ce dernier brigue un second mandat et il doit défendre son bilan. Bonjour Laurent Hénart. Bonjour, bienvenue à Nancy. On est dans votre local de campagne. On pourrait être dans un local de campagne d'Europe Écologie Les Verts puisqu'il y a du vert de partout. Il y a même des jonquilles sur la table. Pourtant, certains disent que votre réveil écologique, il a été tardif. Alors on avait des propositions dès 2014 en matière d'écologie. On a planté sur le mandat plus de 4000 arbres dans les espaces. C'est suffisant de planter des arbres? On a planté depuis le début du mandat plus de 4000 arbres dans la ville. La flotte de véhicules électriques de la ville est quasiment complète maintenant. Et dans nos cantines, les enfants mangent 20% de bio et 50% de produits locaux. Donc ça, on ne l'a pas fait en 6 mois, on l'a fait en 6 ans. Quand on se penche sur les sondages, on voit que vous êtes au coude à coude avec Mathieu Klein, le challenger socialiste. Europe Écologie est 3e. Le rapport de force ne semble pas de votre côté pour le moment. Je dirais que les sondages de 2020 sont meilleurs que ceux de 2014. Et de toute façon, j'ai toujours considéré que dans une ville comme Nancy, qui est une ville exigeante, les élections ne sont jamais jouées d'avance. Comme en 2014, Laurent Hénart retrouve sur sa route Mathieu Klein. Le socialiste et président du département estime que l'heure de la gauche est venue. Les sondages semblent lui donner raison, mais encore faut-il convaincre les écologistes. Bonjour Mathieu Klein. Bonjour. Vous êtes le candidat soutenu par le Parti socialiste et le Parti communiste, mais vous n'avez pas les Verts avec vous pour ce premier tour. C'est un regret ? Non, l'écologie n'appartient pas plus aux écologistes que l'attractivité ou le dynamisme économique n'appartient à la droite et au centre. Il y a des décisions à prendre en matière de transition écologique importantes et j'entends les prendre. Par exemple, la gratuité des transports pour tous le week-end. Moi, je suis convaincu que celles et ceux qui votent pour la liste de Laurent Vatrin comme celles et ceux qui voteront pour ma liste ont en commun l'envie aujourd'hui de renouveler, de changer d'équipe municipale et d'inscrire clairement le territoire dans des enjeux nouveaux. Le duc de Lorraine, dont la statue trône au centre de l'incontournable place Stanislas, disait que l'ambition est presque toujours augure de succès. De l'ambition, les candidats en ont. Encore faut-il qu'elle soit à la hauteur des attentes des électeurs. Et voilà pour ce reportage de Marion Vigreux et Béatrice Finzan. Demain, direction Metz. On va regarder la liste des 8 listes déposées à Nancy pour ces municipales du 15 mars prochain. Et bonjour Pierre Dumazeau, bonjour Yves Tréhard. Bonjour Nathalie Moret, rebonjour Alex. On va commencer avec Nancy, on va commencer avec vous Nathalie, c'est la zone de couverture des journaux du groupe EBRA. Nancy, c'est peut-être l'une des villes où le duel du premier tour s'annonce le plus serré. Moi je pense même que c'est quasiment la ville où le scrutin est l'un des plus intéressants. Parce qu'il oppose deux hommes qui sont de la même génération, dont c'est la 3e confrontation, et ce sont deux hommes Macron compatibles. On a d'un côté le maire Laurent Hénart qui est soutenu par La République En Marche, c'est le patron du Parti radical, et de l'autre côté on a un socialiste, Mathieu Klein, dont il a failli, on sait très bien qu'il a failli rentrer au gouvernement, ça a été très public, il a dit non, etc. Donc dans une ville qui a voté quasiment à 30%, je crois que 28 et quelques pourcents au premier tour de la présidentielle, c'est incroyable de voir que ces deux hommes sont
sont à 34%, donc à complète égalité dans les sondages. Vous l'avez dit dans votre reportage, ça va se jouer avec le vote des écologistes, dans une ville qui finalement ne va pas si mal que ça. C'était une ville qui était un petit peu sur une spirale négative quand Laurent Hénart a été élu en 2014 et qui est aujourd'hui une ville qui remonte. Je veux dire, il y a aujourd'hui un solde positif de création d'emplois dans l'agglomération de Nancy. C'est une ville qui devient attractive. Donc, sur le papier, Laurent Hénart a des choses à faire valoir. Et on voit que malgré tout, les deux hommes sont à égalité. Bref, c'est une élection sur le papier en tout point passionnante. Pierre, avec les écolos en arbitre. Oui, tout à fait. C'est ce que disait Nathalie. C'est le prototype de ces nouvelles municipales où il y a des majorités Macron-compatibles et où, comme dans de nombreuses villes, c'est les Verts qui vont arbitrer l'expression, moi j'aime bien cette expression, faiseur de roi. Et là c'est vraiment ça. Ça montre quoi? Ça montre évidemment que les Verts sont aujourd'hui une force politique à part entière, bien dissociée du PS et qui a aussi des choses à faire valoir et qui, à Nancy comme dans d'autres villes, peut peser sur les sortants en fait, pour savoir qui va être élu ou pas. Donc là, Europe Écologie a de beaux coups à jouer à Nancy comme dans d'autres villes similaires. Yves, sur ce duel extrêmement serré à Nancy. Oui, alors si jamais Laurent Hénart perd, ça sera une page de l'histoire de Nancy qui se tournera, parce que c'est la ville d'André Rossineau, il ne faut pas oublier. Laurent Hénart près de 40 est ans, le successeur d'André Rossineau. C'est une grande ville centriste, qui était la ville de JJSS aussi, de Jean-Jacques Servan-Schreiber. C'est vrai que on est avec trois prétendants qui sont, les trois principaux, qui pourraient être de la même famille politique, de la même sensibilité. Je crois que tout a été dit, effectivement. Beaucoup va reposer au deuxième tour, si on en croit les sondages, sur le vote et les reports de la liste de notre confrère, d'ailleurs, puisque Europe Écologie est conduite la liste est conduite par un ancien journaliste de France Bleu, Nancy, Lorraine. Voilà. On voit l'écologie qui s'impose 12-13%. Oui, et qui s'impose comme thème de campagne à Nancy. Mais justement, vous le rappelez, 12-13%, est-ce que le fait que ça s'impose comme thème de campagne, on voit Laurent Hénart verdir sa campagne, Mathieu Klein pareil, est-ce que ça se transforme forcément dans les urnes pour les écologistes ? On verra. Le thème de campagne, c'est pas tant l'écologie à Nancy, évidemment, c'est l'écologie, mais il y a un thème central qui est les transports. Il suffit d'être allé une ou deux fois à Nancy. C'est quand même très, très compliqué de circuler dès que vous sortez de l'hypercentre. C'est compliqué. Donc, effectivement, il y a un gros sujet sur les transports en commun, sur la gratuité le week-end, Mathieu Klein l'a dit, et sur la construction d'une ligne de tramway dont le coût est estimé à 400 millions. Donc, pour une ville qui va de mieux en mieux, mais enfin, qui ne va pas encore complètement bien, c'est quand même un gros sujet de campagne. Donc ça, c'est quand même l'élément moteur de la campagne à Nancy. Ce qui est important, c'est la campagne électorale. On dit souvent que c'est des équilibres dans les grandes villes qui sont plutôt politiques et la campagne n'a pas vraiment d'intérêt. Là, je peux vous assurer que et l'un et l'autre ne loupent pas une porte, quoi. Et je pense que c'est ça qui va être intéressant dans un contexte où on a l'impression, vu de Paris, qu'on parle plus du coronavirus que d'autres choses. C'est vrai aussi. Mais à Nancy, sur le terrain, la campagne, elle se fait. Et est-ce qu'on parle plus d'écologie que de vie quotidienne dans cette campagne au quotidien, ça je ne sais pas vraiment. Effectivement, les écologistes vont être les arbitres. On verra. Une chose est sûre, on a beau verdir les programmes, au premier tour, s'il y a un candidat écologiste, le vote vert, en tout cas, sera représenté. À voir, effectivement, la décision d'entre-deux tours. 12-13%, c'est quand même énorme. C'est beaucoup. Le ticket d'entrée pour être maintenu étant à 10%. Les écologistes, je ne sais pas s'ils ont une envie de ralliement ou une envie de se maintenir pour... Aujourd'hui, ils n'ont rien dit. Voilà, pour embêter, parce qu'ils peuvent très bien se maintenir, faire une triangulaire pour embêter les adversaires, les deux adversaires. Donc, pour l'instant, point d'interrogation. Une chose est sûre, c'est que l'écologie politique, qui a longtemps été une espèce de variable d'ajustement à la gauche ou alors des listes qui faisaient 2-3%, aujourd'hui prennent 10 points. C'est assez énorme et ce ne serait pas anormal qu'il y ait une volonté de se maintenir pour inscrire dans la durée cette écologie politique. Mais est-ce que ça ne pousse pas plus les autres partis à verdir leur programme que ça ne profite au parti Europe Écologie Les Verts ?
Oui, mais vous savez, aujourd'hui, si on parle d'écologie, c'est pas parce que l'écologie est portée, c'est pas l'écologie qui, c'est l'écologie qui porte Europe Écologie Les Verts, c'est pas Europe Écologie Les Verts qui porte l'écologie. Europe Écologie Les Verts, ils ont quand même changé, il faut le reconnaître. Il y a une partie de la direction qui maintenant se pose en partie de gouvernement, qui veut diriger. On n'est plus du temps autant des néo-gauchos qui voulaient tout casser dans la société. Et d'ailleurs, ils sont divisés entre eux, et on le voit très bien. D'ailleurs, c'est pas tout à fait les mêmes écologistes qui, d'une ville à l'autre, se présentent. L'écologie à Nancy, je dirais que c'est une écologie très proprette, très propre sur elle. C'est une écologie moderne, au sens, je dirais, où l'entend Yannick Jadot. Donc, le parti écologiste surfe sur une préoccupation qui est majeure en France, c'est celle des Français. Je pense que ça a été nourri par les incendies en Australie, par l'incendie la catastrophe de Lubrizol à Rouen, par autant de choses comme ça, peut-être même par le coronavirus, qui sait, je ne sais pas. Mais il y a des actualités, des événements de ces dernières années qui ont, si vous voulez, réveillé la conscience des gens. Allez, on va quitter Nancy, on va aller à Paris. Paris où Anne Hidalgo était en meeting hier soir en présence de l'ancien président brésilien Lula. La candidate à la mairie de Paris devancée dans les derniers sondages par Rachida Dati. Elle en a profité pour lancer quelques piques à son adversaire. On regarde ce sujet de Sandra Cerquera et Fabien Recker. Anne Hidalgo aux côtés de Lula et Dilma Rousseff. Les deux anciens dirigeants du Brésil venus soutenir l'actuelle maire de Paris, candidate à sa réélection. Parce qu'il nous reste 15 jours. 15 jours pour convaincre que non, Paris n'est pas un enfer sur Terre. Parfois, quand j'écoute certaines de mes adversaires, j'ai un peu l'impression que nous vivons en enfer. Mais Paris n'est pas un enfer sur Terre. Paris est une ville, Lula dit, bien rangée. Parfois, pas toujours. Et on peut s'améliorer. Mais Paris est une ville qui donne tellement de possibilités. La soirée met à l'honneur la défense des libertés et la protection de la planète. Une façon pour la maire de Paris de porter un message universel et progressiste et de tenter de se placer au-dessus de la mêlée quand ses rivales, Rachida Dati et Agnès Buzyn, l'attaquent sur la sécurité et la propreté. Écoutez, il y a un enjeu quand même pour la gauche française et pour toute la gauche dans le monde. On voit l'avènement des populismes actuellement et c'est bien et c'est important que les gauches internationales soient solidaires. Lorsque Lula a pris la parole, très inspirant. C'est aussi rappeler que Paris est un modèle dans le monde, malgré tous les problèmes qu'on peut connaître. C'est un lieu d'accueil aussi, et surtout actuellement avec le problème des réfugiés dans Paris. Voilà. Plus tôt dans la journée, Anne Hidalgo avait accordé à Lula la citoyenneté d'honneur de la ville de Paris. Cette fois en tant que maire et non comme candidate, amenant ses adversaires de la droite et du centre à l'accuser de mélanger les genres au profit de sa campagne. Ceux qui créent une polémique là-dessus sont vraiment ridicules. Justement, comme maire, elle a reçu Lula et lui a accordé la citoyenneté d'honneur. Et nous faisons bien la distinction dans l'organisation, dans les financements et dans les temps aussi pour l'organisation de ce meeting de campagne ce soir. Anne Hidalgo tiendra son prochain meeting le 12 mars, à 3 jours du premier tour. Voilà pour ce meeting de campagne d'Anne Hidalgo. Hier, on suivra bien sûr les meetings des autres candidats à la mairie de Paris. Est-ce que s'afficher avec Lula, c'est une bonne chose pour Anne Hidalgo? Est-ce que ça peut lui rapporter des points, Yves Tréhard? Non, absolument pas. Lula, c'est une étoile, je dirais, son étoile a pâli sérieusement par les problèmes judiciaires qu'il a eu au Brésil, à tort ou à raison. D'ailleurs, je ne vais pas juger, c'est pas le problème, tout comme Dilma Rousseff d'ailleurs, les deux. Non, mais on sent que Madame Hidalgo a du mal quand même. La dynamique n'est pas avec elle aujourd'hui. La dynamique, elle est avec son adversaire Rachida Dati. Il y a une troisième femme, si je puis dire. On dit souvent un troisième homme, c'est une troisième femme, Madame Agnès Buzyn. Et tout ça se joue dans un mouchoir. Donc c'est très compliqué de savoir sur qui vraiment peut être en situation d'être maire de Paris, surtout que c'est une élection compliquée, avec un peu comme une élection américaine. C'est pas parce que vous êtes majoritaire, encore une fois, en voix, que vous êtes assuré d'être maire de Paris. Donc ça va être compliqué. On sent que Madame Hidalgo
Hidalgo a un bilan à défendre qui n'est pas aussi brillant qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'ennemis, Madame Hidalgo, à tort ou à raison, elle a braqué beaucoup de Parisiens qui n'aiment pas, non pas sa politique, mais sa façon de faire et d'être parfois. Et donc, ça va être intéressant. Bon, Paris n'est pas la France, ça ne sera pas le reflet de ce qui se passe en France. Là, on est dans un duel, en plus, si on prend les deux favorites, vraiment droite-gauche classique. Et ça va être intéressant de voir comment Paris sort de là. Nathalie? Alors, je ne suis pas trop d'accord avec Yves. En fait, parce que je pense qu'en recevant Lula et Dilma Rousseff, elle fait le calcul du second tour. Et il va bien falloir récupérer les voix de la France insoumise pour le second tour. Et je pense que l'enjeu du meeting d'hier soir, il était là. Elle parle à la gauche de sa gauche et elle s'inscrit elle s'inscrit clairement à gauche. Alors effectivement, vous avez raison, il y a une certaine dynamique derrière Rachida Dati, sauf que Rachida Dati, elle a un sérieux problème, c'est qu'elle n'a pas de réserve de voix pour le second tour. Donc je pense qu'entre les deux, entre Anne Hidalgo et Rachida Dati, je pense qu'Anne Hidalgo dort un peu mieux en ce moment. Cela dit, effectivement, vous avez raison. Sauf que les réserves de voix, c'est celle de Madame Buzyn. Hein. Voilà. Ouais. La vraie question, c'est de savoir ce que fera Agnès Buzyn, sachant que, et à cet égard, il y a quand même un débat demain soir qu'il va falloir suivre avec intérêt. Il y a quand même des réserves de voix importantes du côté d'Anne Hidalgo. C'est David Béliard qui fait à peu près 10%. David Béliard, il n'ira pas chez Rachida Dati. Ça va être compliqué pour lui d'aller avec Agnès Buzyn. Donc, naturellement, il irait plutôt du côté de Anne Hidalgo, avec qui il gère actuellement la ville. Donc, tout ça pour dire que oui, il y a une dynamique derrière Rachida Dati, mais la dynamique, pour l'instant, elle est quand même un petit peu en panne de voix pour le second tour. Super. Oui, je pense qu'il y a plusieurs choses à relativiser. D'abord, le fait que l'élection d'Anne Hidalgo soit jouée d'avance. Si c'était le cas il y a quelques semaines, là, elle-même se rend compte que la réélection est plus difficile que prévu. Elle a effectivement beaucoup d'ennemis, elle a un peu moins de soutien en 2014. Mais je m'interroge par exemple sur le silence de Bertrand Delanoë, qui n'est pas du tout sorti de sa réserve pour soutenir sa dauphine de 2014. Silence de Bizerte. Voilà. Et il y a quelques personnalités comme ça en 2020 qui se sont effacées de l'entourage d'Anne Hidalgo. Donc preuve, c'est vrai qu'elle a crispé une partie en tout cas de son entourage proche, sans parler des Parisiens. Et la deuxième chose, c'est sur la dynamique. C'est la phrase de Nathalie Morey, je cite, il y a quelques émissions qui disaient les municipales, c'est une question de dynamique. Et je l'ai retenu parce que je l'ai retenu parce que c'est extrêmement vrai. Et donc si aujourd'hui, effectivement, ça se place du côté de Rachida Dati, les réserves de voix vont être compliquées, même si les sondages, ça fait du bien à la droite et ça rassure en tout cas la droite parisienne. Je me souviens quand même d'un autre candidat qui était censé réveiller la droite et qui devait être le punching ball qui s'appelait Bellamy, qui a fini à 8% aux européennes. Donc il faut savoir raison garder sur la dynamique d'Ati, mais en tout cas, elle fait une très bonne campagne avec une dynamique assez spectaculaire. Il n'a jamais eu de sondage mirobolant. Enfin, il a eu une fois un sondage à 14%. Non, mais je me souviens quand même. Je me souviens quand même de certains journaux de droite, sans je vais en citer aucun, qui disaient que François-Xavier Bellamy allait secouer la droite. Oui, mais je pense que c'est quand même la dynamique. C'est quand même, c'est pas uniquement les municipales, c'est toute élection. Une dynamique, c'est que celle ou celui qui a la dynamique à la fin on peut considérer que c'est quand même lui qui est en situation de domination. On l'a vu, c'est une constante. Hein. Or, Bellamy n'avait jamais été en situation de dynamique. Il avait eu un regain. Sur les réserves de voix, moi, je ferais très attention à ça, parce qu'on parle souvent des réserves de voix de Madame Hidalgo, et on oublie de considérer qu'il y a une réserve de voix avec Madame Buzyn. Madame Buzyn, si elle n'est pas au deuxième tour, et elle le sera au deuxième tour, bien sûr, mais si elle est au deuxième tour et après il y a un troisième tour, il faut considérer que c'est beaucoup plus puissant que les Verts, justement. Oui, c'est vrai. Et ça, on ne le dit pas assez, c'est-à-dire qu'on est dans un faux semblant. Moi, je suis assez dubitatif. Rien n'est joué, sincèrement, rien n'est joué. Et Madame Hidalgo a moins gagné, est en situation de moins gagner que jamais, je dirais. Alors, on termine sur Paris avec Nathalie. Pour aller dans votre sens, Yves, notez que je vais dans votre sens. Effectivement, Delanoë ne dit rien. Ouais.
Et qui a fait le rôle de Anne Hidalgo dans la répétition du débat de demain soir chez Agnès Buzyn? Julliard, qui est l'ancien Bruno Julliard, l'ancien premier adjoint. C'est une information de notre d'une consoeur de RTL, et honnêtement, on voit très bien qu'effectivement une partie de l'équipe de Buzyn a récupéré les pros de la nouée. Allez, on va poursuivre ce tour de la campagne. On va voir les dernières infos avec Alex. Et on commence ce journal de campagne par Amiens. Et oui, hier soir, il y avait un débat entre les candidats à la mairie d'Amiens, un débat organisé par le Courrier Picard et nos partenaires de WEO TV. L'occasion pour chaque candidat de livrer sa vision de la ville d'Amiens, avec dans ce débat un match entre les deux favoris, la maire sortante Brigitte Fourré, soutenue par La République En Marche et les Républicains, et puis Julien Prada, le candidat de l'Union de la Gauche. On va écouter un échange de ce débat. La ville, en 6 ans, s'est beaucoup transformée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est tous les Amiénois. Beaucoup de travaux ont été réalisés. Certes, ils ont perturbé la vie des Amiénois, mais ce qui est fait n'est plus à faire. Ce qu'on a observé pendant 6 ans, c'est un mandat qui a accentué la distance entre les Amiénois et leurs élus. C'est une politique soutenue du gouvernement, une politique libérale qui nous envoie dans le mur. Pour nous, c'est le mandat de trop. Et on veut agir. Et vous pourrez suivre ce débat des candidats à Amiens à 10h30 sur Public Sénat. Et on enchaîne avec Poitiers. Poitiers, où le maire sortant socialiste Alain Claes est en tête d'un sondage IFOP avec 28% des intentions de vote. Mais derrière, attention, 3 listes se tiennent entre 14% et 17%. Ce sont les listes Europe Écologie Les Verts avec les communistes et Génération, la liste Les Républicains et puis la liste La République En Marche. En cas de triangulaire, de quadrangulaire au second tour, ce sera le maire sortant socialiste Alain Claes qui est donné vainqueur. Mais attention, il n'a pas une avance confortable. Et après l'annonce du 49.3 sur la réforme des retraites, les violences des opposants à la réforme perturbent la campagne, Alex. Effectivement, après la permanence caillassée d'Édouard Philippe au Havre, le local de campagne tagué de Gérald Darmanin à Tourcoing, c'est le candidat à La République En Marche à la mairie de Tours, Benoît Pierre, qui fait les frais de ces violences, puisque des manifestants contre le 49.3 se sont rassemblés hier soir devant le domicile présumé de Benoît Pierre, et on le voit grâce à ce tweet de la Nouvelle République. Peut-être un mot sur ces violences qui perturbent la campagne et finalement ce 49.3 qui a des impacts sur les municipales. Oui, bien sûr, et c'est des violences de campagne qui étaient là depuis longtemps, également avec les parlementaires En Marche, qui subissent des violences et des intrusions au domicile personnel. Tout ça est absolument honteux, c'est pas comme ça qu'on fait de la politique et qu'on proteste. En plus, quand on va dans la sphère de l'intime avec des manifestations devant les domiciles personnels. Effectivement, cette campagne, le 49.3 rajoute un petit côté électrique à une campagne qui n'avait pas vraiment besoin de ça. Donc ça va être pour les candidats En Marche extrêmement difficile sur le terrain. Ouais. Yves, sur les violences qui impactent. Oui, il y en avait déjà avant. Donc on est dans un monde, dans une campagne violente, c'est évident. Il y a eu beaucoup de violences physiques et de violences verbales. Bon, le 49.3 en rajoute, c'est tout à fait dommageable et c'est regrettable. Nathalie. Oui, moi je vais juste mettre un petit bémol à ça. Pour avoir discuté avec plusieurs députés à République En Marche, oui, leurs permanences sont visées, mais en même temps, sur le terrain, quand il y a les campagnes sur les marchés et tout ça, ça se passe plutôt bien. Donc ils ont plutôt le sentiment que c'est le fait de quelques groupes comme ça, très politisés et activistes, plus que d'une majorité. Ouais. Allez Alex, on continue ce journal de campagne puisque ça y est, on a les chiffres officiels sur le nombre de candidats aux élections municipales. Et ils sont 902 465 candidats aux élections municipales 2020 avec 20 765 listes qui ont été déposées pour le premier tour le 15 mars prochain. Il y a moins de candidats qu'en 2014, c'est normal car des communes ont fusionné. Et puis notez que 106 communes se retrouvent toujours sans candidats aux élections municipales. Alors la règle est simple, pas de candidat, pas d'élection, et c'est le préfet qui nommera une délégation spéciale pour diriger la commune. On avait beaucoup parlé de cette crise des vocations, en tout cas on en a parlé il y a un an lors du Congrès des maires. Finalement on voit qu'il n'en est rien, qu'on est dans des chiffres assez similaires par rapport à 2014. Et je me souviens très bien qu'en 2013 on disait la même chose, on parlait de la crise des vocations et il y avait eu autant de candidats. Donc oui, heureusement on est dans un pays où la démocratie a encore du poids et où les gens s'engagent en politique.
Oui, effectivement, ce que disait Nathalie, heureusement que la démocratie, en tout cas locale, continue à vivre. Moi, je prends un exemple que je connais bien, la Haute-Vienne, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, où 2 petites communes sont sans maire et sans liste, et c'est bien dommage, mais ça montre aussi la charge de travail que c'est de s'investir dans une petite commune, même de 100, 150, 200 habitants. La charge administrative, en tout cas de la fonction de maire, est souvent bien difficile à assumer. Yves. Oui, non, c'est un sacerdoce d'être maire, on ne le dit pas assez, hein, mais c'est quand même très prenant. En plus, aujourd'hui, vous avez la responsabilité, votre responsabilité judiciaire est souvent engagée pour un oui ou pour un non. C'est un travail à la fois d'assistante sociale, d'accompagnateur, d'éducateur. C'est très compliqué et tout ça, il faut le répéter pour une indemnité, des indemnisations qui sont quand même relativement faibles compte tenu du travail qui est fourni. Donc, chapeau à tous les maires de France, en tous les cas. Allez, on poursuit ce tour de la campagne. On va aller à Montpellier. Et ça se passe mal à Montpellier pour le candidat du Rassemblement national, Olaf Roggvam. Et oui, le parti lui a retiré son investiture à cause de la présence sur sa liste d'un individu polémique, un conseiller municipal, Jamel Boumaz, qui est adepte de dérapage. Par exemple, en 2016, il avait enterré un drapeau LGBT qui était accroché sur le devant de la mairie. Alors, on disait tout à l'heure qu'on n'entendait pas Bertrand Delanoë, mais il y a un ancien maire de Paris qui fait son retour. Hein. Et oui, vous allez aimer cette information, Yves, parce que c'est un vrai retour dans l'histoire. Jean Tibéri est candidat au municipal à Paris, dans le 5e arrondissement. Il est âgé de 85 ans. Il sera candidat sur la liste emmenée par son fils Dominique Tibéri dans le 5e arrondissement. Alors, il n'est pas en position éligible. Il est 13e sur 15, mais ce sera quand même un acteur de la campagne dans le 5e. Je rappelle que Jean Tibéri a été le maire de Paris de 1995 à 2001 et maire du 5e arrondissement jusqu'en 2014. Je rappelle également qu'il a été condamné par la justice dans l'affaire des faux électeurs du 5e arrondissement. Sur ce retour, Yves. Ah bah oui, mais c'est quelqu'un qui a marqué quand même la ville de Paris, bon, qui est toujours présent dans les tribunes du Parc des Princes à tous les matchs, il n'en manque pas un. Il est dans une forme pétillante, Jean Tibéri. Il a une hygiène de vie qui ferait l'admiration de beaucoup. Et il a été, il faut le dire, avant d'être maire de Paris, l'adjoint, le fidèle adjoint de Jacques Chirac. Et très souvent, Jacques Chirac, qui avait maintes occupations en plus de la mairie, puisqu'il a été Premier ministre, c'est Jean Tibéri qui tenait la maison. C'était un maire, je crois, qui était pas mal apprécié des Parisiens, qui n'était pas dans le show-off, mais qui a su tenir la rampe. Et voilà, bon, il a été rattrapé aussi par des affaires à une époque où tout ça était assez, malheureusement, j'ai envie de dire, pas commun, mais ça arrivait beaucoup plus qu'on ne pensait dans beaucoup de villes. Toutes les villes n'avaient pas de faux électeurs non plus. Je n'ai pas dit toutes les villes, j'ai dit que beaucoup de villes. Et on peut, si on prend sur les doigts d'une main, sincèrement, 1980 à 1990, j'étais quand même en première loge, le nombre de maires qui ont été mis en examen, le nombre de maires qui ont été condamnés, je crois qu'on arrive pas loin, dans les grandes villes, hein, on arrive à pas loin de 30 ou 50. C'est énorme. Allez, on va terminer par le candidat insolite du jour, Alex. Et on va finir ce journal de campagne en musique, puisque Richard Gottener, chanteur comique qui a marqué toute une génération, et bien Richard Gottener est candidat aux élections municipales à Sérilly, dans l'Allier. C'est tout simplement la commune où il habite. Il voulait s'investir dans un projet culturel avec le maire sortant. Et puis ce chanteur comique n'est pas indifférent à la politique, puisqu'il a fait la chanson Les Moutons, une chanson parodique, notamment sur les élections. On vous en passe un petit extrait. Le principe est tout bête, un mouton c'est un mouton, c'est bêta, c'est bébête, c'est ballot, c'est concon, un nigo plus un bonnet, simplon que multiplie, simplet, fois simplon, font qu'un troupeau, c'est couillon. Un mouton, c'est bête un mouton, deux moutons, c'est bébête deux moutons. Voilà, et Pierre Dumazeau adore cette chanson. Vous, ça vous donne une bonne humeur pour la journée, Alex. C'est vrai que ça met de bonne humeur. Voilà, c'est ça. Et Jean Tibéri danse sur Gottener. Allez, on va continuer ce Tour de France de la campagne. On va aller à Dunkerque, retrouver nos partenaires de la Voix du Nord. Bonjour Benjamin Cormier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va parler municipal avec vous, Benjamin, mais d'abord le coronavirus. Coronavirus qui a des conséquences à Dunkerque, en particulier sur le carnaval. Oui, tout à fait. On
On a vécu un week-end un petit peu particulier à Dunkerque. Alors, il faut rappeler le contexte. On est en pleine période de carnaval. Alors, les plus gros événements, plus gros rassemblements ont déjà eu lieu les week-ends précédents, mais ce week-end qui vient de se passer devait aussi être un gros week-end de carnaval. Et là, il s'est passé ce que tout le monde a entendu, l'annonce du ministre de la Santé d'interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné. Donc là, forcément, samedi, il y avait un bal de carnaval qui était prévu au Palais des Congrès, le Cursal, donc un bal qui devait accueillir 7000 personnes. Donc forcément, l'annonce du ministre en début d'après-midi a fait office un peu de choc pour tout le monde, et la confirmation par le préfet vers 18h qu'en effet, le bal serait annulé. Donc quelques heures avant le début. Donc les organisateurs, forcément sous le choc, à se demander comment est-ce qu'ils allaient faire pour à la fois informer les gens qui avaient acheté leur place, pour commencer tout de suite à imaginer la suite. Donc ça a été un petit traumatisme au niveau local. On imagine, Benjamin, des conséquences financières aussi, hein. Oui, voilà, parce que c'est donc 7000 personnes qui avaient acheté leur place. Pour un bal, c'est un budget de 350 000 euros. C'est une association en plus philanthropique, hein, qui reverse une partie de ses bénéfices à des associations caritatives. Une association qui a 3 salariés par ailleurs, parce qu'il se trouve que c'est pas seulement une association de carnaval, c'est aussi une chorale d'hommes qui travaille toute l'année. Donc gros coup dur pour les finances, parce qu'il y a la question évidemment de rembourser les billets, mais bon, il y a des frais qui ont été engagés au niveau de la sécurité, au niveau de la boisson, enfin, de la location de la salle évidemment. Donc tout s'est mis en place progressivement pour savoir comment ils allaient pouvoir faire face. Benjamin, sur la manière dont la population a vécu cette annulation. Oui, alors ça, c'est ce qui est un petit peu le petit clin d'œil des Dunkerquois en réaction à cette annulation. En fait, de manière très spontanée, après l'annonce de l'annulation, les carnavaleux, donc comme on les appelle, se sont réunis en fait sur le parvis du Palais des Congrès, donc déguisés. En musique, ils ont été rejoints par d'autres carnavaleux et ils ont tout simplement fait une bande de carnaval, donc un cortège dans les rues pour faire la fête et pour célébrer ce qu'ils ont appelé le carnavirus, donc dans un esprit un peu de dérision qui est assez présent ici à Dunkerque. Et c'était pas sans rappeler finalement un épisode comme 1991, en pleine guerre du Golfe, où le carnaval avait été annulé et les carnavaleux avaient réagi aussi en faisant une bande un petit peu clandestine, parce que précédemment, les seules fois où le carnaval avait été annulé, c'était lors des 2 guerres mondiales. Donc ça, c'est un petit peu le clin d'œil qu'ils ont voulu manifester de manière spontanée. Il nous reste peu de temps, on va faire un point sur les municipales à Dunkerque. Comment se passe la campagne ? Alors la campagne à Dunkerque, c'est vrai, elle continue, hein. On est en plein dedans. Donc on se retrouve avec le maire sortant, Patrice Vergrit, qui est maire depuis 2014. Alors il faut rappeler que Patrice Vergrit, c'était l'ancien adjoint de Michel Delbarre. Donc Michel Delbarre, maire de Dunkerque depuis 1989, ancien ministre d'État, sénateur. Donc Patrice Vergrit l'a détrôné, hein, on ne peut pas dire autre chose, lors du dernier mandat. Et donc là, il se représente et il fait un petit peu office de favori. Il a un bilan qui est salué par tous. Il a mis en place le bus gratuit, donc qui a eu énormément d'écho, même au niveau national, même international. Donc face à lui, il a le Rassemblement national, une liste d'extrême gauche, un candidat plus isolé, mais sinon tous les soutiens de gauche et de droite se sont manifestés. Donc l'enjeu est de savoir s'il n'y aura qu'un seul tour ou si ça se passe autrement. Mais Et merci beaucoup. Merci Benjamin. Merci d'avoir été avec nous. On va regarder la une de La Voix du Nord aujourd'hui. Un mystère à la base, puisque les cas se multiplient dans l'Oise et que se pose la question de la base aérienne de Creil. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très rapidement, Alex, on regarde la une des journaux. Très rapidement, sans jingle ou avec un jingle?
Allez, on commence par Centre Presse. Et le journal de l'Aveyron qui propose une carte des candidats tête de liste dans chaque commune de plus de 1000 habitants dans le département de l'Aveyron. Dans la Nouvelle République ? La Nouvelle République avec également un dossier pédagogique sur la mairie. Comment fonctionne une mairie ? Quel est le rôle du maire ? Le rôle du conseil municipal, également de la direction générale des services à lire dans la Nouvelle République. À la une de la Provence ? La Provence avec un décryptage de l'élection à Marseille dans les quartiers nord, une terre plutôt ancrée à gauche et l'offre politique est très variée. Et on termine avec l'Union. On termine avec l'Union, avec un sondage sur les municipales à Reims. Le maire sortant Arnaud Robinet, soutenu par les Républicains, serait réélu au premier tour avec 55% des intentions de vote. Et voilà, pour ces municipales à Reims, on aura l'occasion de en parler très rapidement aussi. Je vais montrer vos unes. La une de la lettre de l'expansion, votre édito, Pierre, 49.3. Et maintenant, point d'interrogation. Il nous reste 10 secondes. La une du Figaro. Yves, face à l'afflux de migrants, le cri d'alarme de la Grèce. C'est à lire aujourd'hui dans le Figaro. Et la une du Dauphiné pour les journaux du groupe Ebra. Nathalie, c'est le coronavirus. Ne pas céder à la panique. C'est à la une du Dauphiné. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve demain. L'invité politique, Frédéric Pechnard, le vice-président des Républicains. Très bonne journée sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.